Bonsoir à tous, l'heure du 7-8 journal sur TV 78. Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite, les titres de ce jeudi 21 juin. C'est le début de l'été, le jour le plus long de l'année, date traditionnelle de la fête de la musique. À Saint-Quentin en Yvelines, plusieurs concerts sont au programme. Nous irons dans cette édition à Montigny-le-Bretonneux et à Plaisir où les pompiers seront les guest stars de la soirée. L'AFD 78 a besoin de vous. L'association des diabétiques des Yvelines doit renouveler son bureau lors de son assemblée générale samedi à Versailles. Or, les bénévoles et la nouvelle génération manquent pour prendre la relève. Pour en parler, la future ex-présidente de l'association, Martine Morival, est notre invitée. Enfin, 100 pilotes sont attendus pour la compétition. Morpa accueille ce week-end le championnat de France de course de voitures radiocommandées. Nous suivrons la préparation du club local de modélisme. 3 milliards, l'Île-de-France va investir 3 milliards d'euros dans les quartiers populaires d'ici à 2022. La présidente LR de la région, Valérie Pécresse, a dévoilé les grandes lignes de son plan banlieue chez nos confrères du Parisien. Objectif fixé, casser les ghettos. Le conseil régional va financer la construction de 100 logements innovants et écologiques pour inciter les maires à détruire les grands ensembles HLM. 20 000 prêts sous forme de microcrédits seront accordés aux porteurs de projets. Enfin, à retenir également une majoration des aides de 50% pour aider à l'installation de la police municipale dans les quartiers. À la Verrière, le site de la MGEN est en pleine restructuration. 4 pôles de spécialités médicales sont en train de sortir de terre. Le site accueillera notamment un secteur pour la santé mentale pour les adultes et les adolescents, ainsi qu'un EHPAD. Les patients seront, eux, hébergés dans les bâtiments et non plus dans des pavillons. Les précisions avec ce sujet de Mickaël Elimidoro. Le chantier de la MGEN de La Verrière avance. Ce jeudi 21 juin, les 4 pôles de spécialités médicales qui comprendront notamment 2 centres de santé mentale et un EHPAD commencent à prendre forme sur le site de 37 hectares après un lancement des travaux à l'été 2016. Toute une première partie de terrassement, un gros volume de terrassement à évacuer. Montage des grues en avril 2017. Et on est en train de terminer la phase gros œuvre des bâtiments. On a déjà démonté 3 des 5 grues. Il nous reste 2 grues en place. Et les corps d'état techniques et architecturaux ont bien démarré. Pour rénover la zone, plusieurs pavillons construits dans les années 60 ont été rasés. Les derniers bâtiments en rez-de-chaussée seront également détruits dans les prochains mois et les patients déplacés dans des structures ultramodernes. Une fois que les bâtiments seront réceptionnés, les patients qui sont dans les divers pavillons existants seront transférés dans les nouveaux bâtiments et nous viendrons détruire et finir les espaces verts. Le but ultime étant que les patients aient un lieu de vie, je dirais, à caractère non pas hospitalier, mais plutôt à caractère de résidence normale. Au total, l'établissement neuf comprendra 504 lits, 95 de plus qu'avant la reconstruction. Coût total de l'opération, 80 millions d'euros. La livraison définitive est prévue pour l'automne 2019. L'actualité du jour, je vous le disais tout à l'heure, c'est la fête de la musique pour célébrer le début de l'été. Alors, pas encore d'idées pour sortir ce soir. Eh bien, plusieurs villes de Saint-Quentin en Yvelines proposent des animations. Premier exemple avec vous, Camille Lambert, bonsoir. Vous êtes au centre d'incendie et de secours de Plaisir où les pompiers sont en concert ce soir. Et oui, nous sommes avec Romuald Goyer, président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Plaisir. Et pour une fois, ce n'est pas la ville, mais bien les pompiers qui vont mettre le feu ce soir en musique. Bonjour Romuald Goyer. Bonjour, et oui en effet, pour la première fois dans un centre de secours des Yvelines, nous avons décidé d'ouvrir les portes au public pour la fête de la musique, donc de 18h à minuit. Nous aurons l'orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines qui va venir de se produire, 31 musiciens qui vont venir se produire vers 20h30 pour nous accompagner dans ce défi. Et les pompiers, mais pas seulement, parce que vous avez invité également 2 autres artistes. Il y aura de la pop et de l'électro avec un DJ aussi. Tout à fait. Donc nous avons un DJ qui est lui-même sapeur-pompier volontaire au centre de secours, donc qui facilite un peu les choses, qui va animer en début et en fin de soirée. Et en deuxième partie, du coup, je dirais, vers 19h30, nous aurons donc un chanteur de trap qui fait du pop africain, malien, qui a bien voulu venir et participer donc à notre fête de la musique. Il est ravi de participer et surtout dans un milieu qu'il ne connaissait pas. Voilà. Et puis, c'est un milieu un peu habituel pour des concerts. L'idée, c'était un peu de montrer que les pompiers, on les appelle quand on est en danger, mais ça peut aussi être festif.
Oui, en effet, de plus en plus, les centres de secours ouvrent sur leurs portes au public, que ce soit ce soir pour la fête de la musique, que ce soit pour le 13 et 14 juillet prochain pour les différents bals des sapeurs-pompiers, Rambouillet, Versailles, Poissy et Montigny pour pas les citer, et aussi pour toutes les journées portes ouvertes que vous avez dans les centres de secours des sapeurs des Yvelines. Voilà. On peut venir s'amuser en tout cas ici ce soir. Merci beaucoup Romuald Goyer. Donc les festivités ont déjà commencé ici et vous êtes attendus nombreux jusqu'à minuit. Profitez de la soirée Camille, merci à vous et également à Mélanie Poquet aux moyens techniques. Avant de retrouver Mickaël Elmidoro qui est lui à Montigny-le-Bretonneux, ce projet musical d'abord qui a nécessité 2 ans de travail, de découverte et de répétition. Ce week-end, l'orchestre Demos des Yvelines joue sur la scène de la Cité de la Musique à Paris. Une centaine d'enfants le composent. Nous les avons rencontrés la semaine dernière lors de leur toute dernière répétition. C'était à l'orangerie du Château de Versailles. Le récit est signé Mélanie Poquet. Le rondeau d'Henri Purcell est devenu une habitude pour eux. Ces enfants le travaillent depuis près d'1 an et demi avec l'orchestre Demos, le dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale de la Philharmonie de Paris. Ils répètent 2 fois par semaine, ils apprennent la musique en collectif avec des professeurs de la Philharmonie de Paris, dans leur structure sociale, dans leur centre de loisirs, dans le PRE. Enfin, chaque ville détermine une structure sociale qui va apporter le projet. Ce sont des enfants qui, a priori, n'auraient pas poussé les portes d'un conservatoire, n'auraient pas pratiqué la musique classique. Et donc, le projet Demos, ses valeurs, c'est d'aller vers la démocratisation culturelle et l'accès à une forme de culture, en l'occurrence la culture classique. Depuis novembre 2016, ils sont entourés de musiciens professionnels, d'un chef d'orchestre de la Philharmonie et d'encadrants. Nous, on est là pour leur apprendre la technicité de l'instrument qu'ils ont choisi et également de les ouvrir et de leur faire écouter beaucoup de styles de musique différents, des notions de formation musicale, d'écoute. Dans l'orchestre yvelinois, une centaine d'enfants, dont des verriérois, des trappistes et des plaisirois. J'avais un peu de mal à en jouer. Après je me suis entraînée, j'ai pas lâché. Ça va, il y a les professeurs qui nous aident si on n'arrive pas. Et dans les cours particuliers à plaisir, il y a ma professeure de violon qui m'aide assez. Je suis le premier de ma famille à en jouer, donc il y a la fierté d'abord. Moi, je suis très heureuse de jouer de la musique. Je me dis que j'ai de la chance de pouvoir faire ça. Après des concerts dans les Yvelines, leur dernier rendez-vous est à Paris, à la Cité de la Musique. Ils vous emmènent en voyage avec Camille Saint-Saëns et Cognalis, une musique traditionnelle gréco-turque. Allez, direction à présent le parvis du Mumed à Montigny-le-Bretonneux. Vous l'entendez sur ce plateau. Mickaël Elmidoro est sur place. Bonsoir, la fête de la musique qui va battre son plein ce soir, Mickaël, sur ce parvis. C'est à partir de 19h. Oui, Grégory, l'ambiance monte petit à petit quai François Truffaut à Montigny-le-Bretonneux. Vous entendez juste derrière moi les balances qui sont en train de s'effectuer. À mes côtés, pour me parler de cette soirée, Antoine Bosch, le directeur du pôle théâtre et musique à Montigny-le-Bretonneux. Antoine, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Alors, ce soir, c'est la fête de la musique. Donc, on va avoir dans un premier temps le Bagad de Saint-Quentin en introduction qui va se promener un peu dans les rues du centre commercial. On aura une petite introduction, une petite demi-heure de Zumba. Et après, le groupe que vous voyez derrière vous, Smart Music, qui est un groupe de reprises pop, rock, qui va proposer à un public familial, comme l'année dernière. Voilà, une fête de la musique plein phare. Le style pop-rock, c'est vraiment un style qui plaît ici à Montigny-le-Bretonneux ? Oui, l'année dernière, le public était vraiment content d'entendre les grands standards, que ce soit en rock, que ce soit en funk ou en chanson. Et c'est pour ça qu'on a renouvelé cette édition de la fête de la musique. Vous attendez combien de personnes en général sur une soirée comme celle-là ? Alors, l'année dernière, entre 500 et 1000 personnes, on a des personnes qui sont là devant la scène. Et puis, on a tout autour, sur les terrasses des restaurants, aussi beaucoup de gens qui sont là pour passer un dîner en musique. Et voilà, tout le monde est là pour cette grande fête. Qu'est-ce que vous attendez d'un groupe comme celui-là, celui qui est derrière nous ? C'est de proposer au public de la musique que les gens connaissent et de pouvoir passer un moment festif et de danser et de chanter sur cette fête de la musique qui est un événement populaire par excellence. Et comment vous avez fait pour les recruter ?
Vous avez passé un casting? Non, tout simplement, on avait un groupe l'année dernière de reprise et on a fureté un peu, on s'est renseigné et on est tombé sur ce groupe qui est un groupe de grande qualité. Ce soir, à quel moment on se dira que la soirée est réussie ici à Montigny-Bretonneux? On aura vers 21h30, 22h au plein de la fête de la musique après le match. Voilà, les gens qui seront là pour passer, comme je le disais, un moment de fête. Et ça se termine vers quelle heure? 23h. 23h, pas plus? On ne sait jamais? 23h et plus si affinité, en fonction des rappels du public par rapport à ce groupe. Merci beaucoup Antoine. Vous l'aurez compris Grégory, c'est ici qu'il y aura l'ambiance ce soir pour la fête de la musique. Et je vous invite à me rejoindre dans quelques instants après le journal. Je verrai Mickaël, merci à vous. Vous étiez sur place avec Patrick Jacques de Dixmude. Et si vous n'êtes pas habitant de Plaisir ni de Montigny-le-Bretonneux, pour connaître le programme de la fête de la musique dans votre ville, je vous invite à vous rendre sur le site internet de vos communes. Toujours à Montigny-le-Bretonneux, tous les voyants sont au vert pour Promopole. Hier, à la mi-journée, la pépinière présentait ses résultats d'exploitation pour 2017. Un chiffre d'affaires en hausse, un taux de remplissage à 81% pour une centaine d'entreprises adhérentes. Promopole qui se fixe pour objectif d'avoir 0 € de dette l'an prochain. En 2014, cette dette s'élevait à 1,8 million d'euros. La structure, un temps au bord de la faillite, vient d'ailleurs de remporter son procès à la Cour d'appel de Versailles contre l'ancienne direction. Elle est reconnue coupable de mauvaise gestion. Il a fallu procéder à une refonte totale de la société. Écoutez son président au micro de Patrick Jacques de Dixmude. L'idée depuis le départ, c'est qu'on puisse avoir une structure qui ne vive plus sous perfusion d'argent public et qui effectivement puisse être autonome sur le plan financier, même excédentaire. Et on y est. En 2017, nous avons fait notre 3e exercice excédentaire après 7 années de pertes consécutives depuis 2009. Donc nous avons inversé cette tendance-là grâce à ce travail de gestion. La réalité, c'est qu'on l'a fait surtout sans 1 euro d'argent public. C'était important que ce ne soit pas le contribuable qui paye les erreurs de gestion, les erreurs à la fois morales et en même temps financières qui ont été prises par la précédente direction. Donc nous avons fait ce travail-là. Aujourd'hui, elle est autonome et donc elle peut effectivement, sans solliciter à nouveau de l'argent public, continuer de fonctionner. Cette année, Promopole prévoit de rénover ses locaux. Les travaux commenceront cet été. L'été, justement, c'est une période idéale pour faire un stage à l'étranger. Dans le cadre du programme Erasmus, la Maison de l'Europe des Yvelines envoie chaque année une vingtaine de jeunes de mission locale dans un pays européen pour une expérience professionnelle de 3 mois. Cette semaine, à Saint-Germain-en-Laye, 11 jeunes sur le retour ont ainsi reçu leur Europass Mobilité, un diplôme délivré par la Commission européenne qui valide les compétences acquises lors de ces stages. Une expérience enrichissante pour la suite de leur parcours. C'est pour leur donner l'occasion d'aller exercer un métier dans un autre pays, de voir la culture, de voir comment ça se passe ailleurs. Professionnellement parlant, ça m'a apporté un gros plus à mettre sur mon CV, notamment au niveau linguistique. La chance de pouvoir partir plus facilement et accessoirement, c'est un gros plus professionnel. Un point de vue différent sur le travail, le fait de travailler dans une autre langue et de devoir m'adapter, c'est ça, une faculté d'adaptation, je pense, principalement. Et si vous aussi vous êtes intéressé par la perspective de partir faire un stage à l'étranger, contactez la Maison de l'Europe des Yvelines. Martine Morival est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'AFD 78, l'association des diabétiques des Yvelines. Enfin, alors plus pour longtemps puisque votre association se réunit en assemblée générale ce samedi. C'est à partir de 14h30 à l'hôtel de ville de Versailles. Une assemblée où vous ne vous représenterez pas à la tête de l'association et où vous allez renouveler votre bureau. C'est une page qui se tourne pour l'AFD 78 ? Oui, tout à fait. Pour ma part, je suis dans cette association depuis de nombreuses années pour des raisons tout à fait personnelles. Et après toutes ces années passées à travailler avec un bureau et des collègues très motivés, dans lesquels tout le monde a su s'investir pendant toutes ces années, il est temps de passer la main, en effet, de passer le flambeau. Malheureusement, actuellement, nous avons de grosses difficultés à trouver des bénévoles. Des bénévoles, oui, aujourd'hui. Énormément. Le milieu associatif, ce n'est pas uniquement notre association qui est en manque de bénévoles. Je pense que c'est l'ensemble du milieu associatif qui souffre de cette pénurie de bénévoles. Les causes sont plus ou moins connues. Maintenant, j'espère, à travers ce passage dans votre émission, pouvoir fédérer de futurs bénévoles.
Et alors, on va parler justement de ce manque de bénévoles dans un instant. Si vous faites un bilan des années que vous avez passées à la tête de cette association, quel bilan vous tirez? Un bilan très positif. C'est une association qui est très sollicitée. N'oublions pas que le diabète aujourd'hui, c'est quand même 4 millions de personnes en France qui sont touchées par cette maladie. C'est entre 500 000 et 800 000 qui s'ignorent. C'est quotidiennement 400 personnes par jour qui sont dépistées à travers cette pathologie qui devient un enjeu de santé publique, et ça, je pense que l'État et toutes les personnes concernées le mettent bien en avant. Il faut travailler, continuer à travailler, même si beaucoup de travail est déjà fait. Nous sommes énormément sollicités. Le problème étant que, par manque de bénévoles, nous ne pouvons plus répondre à la demande, et cette année a été une année charnière, justement, dans des prises de décision qui, aujourd'hui, m'amènent à quitter cette présidence. Donc, nous avons différentes actions, que ce soit à travers des ateliers, une association qui est très active sur le département. Exactement, très sollicitée, qui se porte bien, avec des finances tout à fait correctes. Nous avons également des adhérents. Nous avons actuellement plus d'une centaine d'adhérents. Mais pour faire fonctionner cette association, malheureusement, il nous faut de la main-d'œuvre. Et là, c'est le problème. Il vous manque des bonnes volontés. Samedi, ce cas de figure, s'il se présente, si vous n'arrivez pas à renouveler votre bureau, quel risque finalement y a-t-il pour l'AFD 78 ? Alors, je me suis rapprochée bien évidemment de notre fédération dont les bureaux sont sur Paris. Je pense que nous ne sommes pas la seule association de l'AFD à être en souffrance par manque de bénévoles. Il y a une réflexion qui, à mon sens, se met en place et je l'espère, puisque à partir de samedi, en effet, si personne ne reprend le flambeau, là, je remets les pleins pouvoirs entre les mains de la fédération et nous ne pourrons pas donner suite. Dans tous les cas, je trouve cela regrettable, sachant qu'aujourd'hui, nos missions principales qui sont de prévenir et d'informer, surtout de défendre l'accès à des soins de qualité pour tous les patients et de lutter contre les discriminations liées à la maladie, cette maladie est en augmentation perpétuelle, oui. C'est ce diabète de type 2. Aujourd'hui, on met en avant... C'est le type de diabète, et c'est le diabète de type 2 aujourd'hui qui peut progresser encore. Et qui continuera à progresser. Aujourd'hui, nous mettons en avant, et l'État a su le faire à travers les maladies cardiovasculaires et toute la prévention qui est mise en place autour de cela. Le diabète fait partie d'un facteur de risque et pour ce faire, il faut continuer à se battre, faire de la prévention et informer les personnes, les accompagner quotidiennement. Et ça, on l'explique avec une population qui est de plus en plus sédentaire. Il y a aussi peut-être un problème au niveau de l'alimentation, la malbouffe qui est aussi peut expliquer cette expansion du diabète. La sédentarité, la malbouffe, comme vous dites, aujourd'hui tout le monde court. Aujourd'hui, c'est la priorité, c'est de se lever le matin, d'aller travailler, de rentrer. Le midi, souvent, ce sera un sandwich, etc. Nous sommes là justement pour prévenir, informer. Nous avons même une diététicienne à disposition, etc. Donc c'est pour vous dire que l'association est vraiment bien ancrée dans les Yvelines, puisque nos bureaux qui se trouvent à l'Institut de la promotion de la santé à Trappes, avec d'autres associations. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même énormément de choses qui sont faites autour. Et nous sommes très sollicités quotidiennement. Toute personne qui est admise à l'hôpital pour un dépistage de diabète ressort au bout d'un certain temps et avec un certain nombre de questions. Et nous sommes là pour y répondre. Oui, il y a une mission d'information, vous le disiez totalement. Tout à l'heure. Et du coup, il est vrai que votre téléphone sonne relativement souvent pour apporter, rassurer, accompagner, proposer peut-être une diététicienne, etc. Il y a énormément de travail, c'est très intéressant. Je suis dedans avec toujours cette même conviction. J'ai quand même également beaucoup de regrets à la quitter. Mais voilà, j'ai également d'autres projets. On le comprend dans vos propos aujourd'hui, c'est primordial que cette association existe dans le département, qu'elle continue d'exister dans ce département. Elle doit continuer à exister. Je dirais que si de bonnes âmes ont envie vraiment de s'investir, en tous les cas, moi je les attends et je les recevrai vraiment de manière correcte samedi lors de notre AG pour leur présenter nos missions, nos valeurs, qui sont l'entraide, la solidarité, l'engagement et ça doit rester de toute façon des valeurs pour l'ensemble des associations et pour ce bénévolat qui a tendance malheureusement
à disparaître. Oui, c'est une tendance générale dans le milieu associatif. C'est une tendance générale. On a compris votre appel. Si on doit rappeler les actions concrètes qui sont mises en place sur le territoire, quelles sont-elles ? Alors, nous sommes sollicités par les différentes communes. Nous faisons partie justement du SQY sur la communauté, avec toutes ces villes qui nous sollicitent à travers des missions quotidiennes, mais également donc des ateliers, des actions de dépistage. Quand on parle de dépistage, ça va être les dépistages sous forme de questionnaires, mais également dépistage glycémique, où on fait la petite goutte de sang pour savoir. Nous ne sommes pas là à proposer un diagnostic ou autre. Attention, nous restons avant tout une association qui sommes là pour faire du dépistage, de la prévention. Et nous restons de l'écoute. Voilà, et c'est vraiment de la prévention primaire pour nous. Nous n'allons pas au-delà. Et quand il y a un risque ou autre, on oriente immédiatement sur les professionnels de santé. Vous parliez d'ateliers, ça peut être par exemple des ateliers nutritionnels ? Tout à fait. Alors justement, nous avons fait, même avec la CPM sur Versailles, où nous avions organisé tout un après-midi, où nous avions donc une personne diabétique faisant partie du bureau qui avait été formée par la fédération à l'éducation thérapeutique. Et de ce fait, les personnes qui venaient, on leur proposait un dépistage, on leur proposait de rencontrer notre diététicienne, mais également de pouvoir aller voir notre personne qui était spécialisée dans l'éducation thérapeutique. Donc c'est tout un petit réseau mis en interne qui permet à chacun de se retrouver et de mieux comprendre en fait ce qui lui arrive à travers le diabète. Juste avant de vous laisser, Martine Morival, quel message vous souhaitez passer aux gens qui nous regardent ? Si vous avez de la disponibilité, du temps accordé, l'association est ouverte à tous. Moi, je ne suis pas diabétique, je suis maman d'un enfant diabétique et tout se passe très bien. On demande un petit peu de temps pour s'investir et y croire en ce que l'on fait tous les jours, partir du principe que nous sommes là pour aider, accompagner, prévenir. Et ça, c'est vraiment le plus important. Mais il faut de la disponibilité. Oui. Et pour vous contacter, en tout cas, il y a le site internet de l'AFD 78 qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Martine Morival d'avoir été avec nous, future ex-présidente de cette association, l'AFD 78. Elle devait fermer définitivement ses portes en juillet pour des raisons budgétaires. À Versailles, la piscine de Satori restera finalement ouverte. La ville a pu trouver une solution avec le ministère de l'Intérieur qui est propriétaire des lieux. Une bonne nouvelle pour les militaires, mais aussi pour les clubs et associations qui utilisent l'équipement. Camille Lambert et Patrick Jacques de Dixmude. Environ 200 personnes s'entraînent ici chaque jour. La piscine de Satori, située dans le quartier militaire de Versailles, vient d'être sauvée d'une fermeture définitive. Le ministère de l'Intérieur nous avait dit qu'il fermerait définitivement la piscine pour des raisons d'économie budgétaire à partir du 1er juillet 2018. Donc pour nous, c'était une vraie préoccupation parce que cette piscine est nécessaire non seulement pour le quartier de Satori, mais aussi pour les activités des clubs, et notamment le grand club de Versailles de natation, le SNV. Versailles a donc négocié cette décision et a pu trouver une solution. La commune ne pouvant assumer financièrement le rachat de la structure, le ministère de l'Intérieur, toujours propriétaire, lui a confié la gestion des lieux. Il y a un transfert de gestion et donc ensuite la ville de Versailles va lancer une opération dite d'autorisation d'occupation temporaire, ce qu'on appelle une AOT, qui est une structure juridique, qui permet de confier à un gestionnaire, on verra lequel, le soin de faire marcher la piscine. Un contrat pour 5 ans renouvelable, mais avec la possibilité d'arrêter à tout moment des deux côtés. La ville investissait environ 120 000 € par an pour la location de lignes d'eau. Son budget restera le même. La piscine, utilisée essentiellement par les militaires, associations et scolaires, ne sera pas ouverte au public. Pour refermer ce journal, vous allez vivre ce week-end une course automobile en miniature. Le modélisme Morpa Club accueille le championnat de France de course de voitures radiocommandées. Plus de 100 pilotes sont attendus et le club se prépare à les recevoir. Patrick Jacques de Dixmude et Camille Lambert sont allés à la rencontre des membres. Elle a participé à sa finale et donc il va falloir tout démonter, tout vérifier, puisqu'on est vraiment sur des voitures de compétition donc qui sont assez sensibles à l'usure. S'il s'agit d'un modèle réduit, hors de question de prendre cette voiture radiocommandée pour un jouet. Donc là, j'ai pas fait le nettoyage complet du moteur. Habituellement, on démonte tout, on nettoie tout dans du produit exprès
État des pneus, niveau d'huile, embrayage, autant de paramètres à vérifier avant de retourner sur le circuit. Christophe est un habitué, cela fait 30 ans qu'il participe à des compétitions. Je suis plutôt dans les vétérans, on va dire. Je fais encore des compétitions nationales. Dans l'autre catégorie que j'ai pratiquée pendant pas mal d'années, j'étais au niveau championnat de France, élite et championnat d'Europe, puisque j'ai fait un podium de championnat d'Europe, donc une 3e place à Brest, et puis l'année d'avant j'avais fait 4e. Aujourd'hui responsable de la section tout-terrain au modélisme Morpa Club, il est passé côté organisation. Parce qu'on arrive avec pas mal de vitesse et on se retrouve mal placé pour la table américaine qui est juste derrière. L'association accueille les 23 et 24 juin une manche du championnat de France. À quelques jours de la rencontre, il s'assure du bon état du terrain. J'ai fait quelques tours de circuit pour valider les travaux qu'on a pu réaliser pour préparer ce terrain pour le championnat de France. Donc l'objectif c'était de valider que les bosses sautaient correctement, que les raccords entre les différents revêtements du circuit ne posaient pas de problème et que le traitement qu'on a fait sur la piste aussi va donner entière satisfaction. Une piste qui a beaucoup de rythme parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se reposer et vraiment un peu se décontracter. Terre, bois, pavés, bosses et lignes droites, un terrain varié de 2000 m². Plus de 100 pilotes s'élanceront sur le circuit. C'est la fin de ce journal. Les reportages sont à revoir sur notre site internet et notre application mobile TV78. Dans un instant, retrouvez Nicolas Kirillovitz. C'est le 7-8 débat. Une question avec ses invités. Fusion de communes, un mariage forcé. C'est à suivre. Belle soirée sur TV78.